Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une vidéo un peu légère, un peu rigolote quand même, puisque ce soir, je vais vous apprendre certains faits, fun facts à propos de moi. Voilà. Cette vidéo m'a été inspirée par une conversation que j'ai eue avec mes parents et ma sœur il y a quelques jours, peut-être même une bonne grosse semaine, où on s'est rendu compte que quand même, pour une jeune femme de 26 ans, ma vie a été ponctuée par des événements assez cocasses. Certains d'entre eux me suivent encore aujourd'hui. Et j'avais envie de vous les partager, d'une pour voir si certains d'entre vous avaient vécu des choses similaires, pour qu'on en rigole ensemble dans les commentaires, et sinon tout simplement pour vous divertir un petit peu, voilà, potentiellement vous faire rire, puisqu'à chaque fois que je vous parle de ma malchance ou de choses un peu inouïes de ma vie, ça a tendance à bien vous amuser. Donc voilà, il n'y a pas d'ordre en particulier. J'ai vraiment fait au fur et à mesure de, de ce qui me venait en tête. Et quand je vois la liste, je me dis, ouais, pourquoi pas. Premier fun fact sur moi, j'ai vécu déjà dans 9 maisons / appartements différents. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait qu'en moyenne, une personne au cours de sa vie déménageait 4 à 5 fois. Je ne fais pas partie de la moyenne, puisque j'ai vécu donc et déménagé 9 fois. D'abord, je suis née à Alfortville dans le 94 et j'ai vécu à Maison-Alfort. Ensuite, mon père a été muté en Espagne et nous avons vécu à Madrid. Une fois qu'on a compris que la ville c'était pas vraiment pour nous, on a déménagé dans le village de Chiloéches, si vous le connaissez, franchement chapeau. Et après ça, mes parents sont devenus propriétaires d'une maison dans une montagne, dans la forêt, près du petit village qui s'appelle Albalate de Zorita. Ce qui est cocasse avec cette maison, c'est que en fait, elle était nichée dans une montagne, mais c'était une agglomération dans la montagne. C'est-à-dire qu'à l'entrée, vous aviez un poste de sécurité, on avait un bip. Quand on voulait inviter des gens, il fallait qu'on appelle le poste de sécurité pour leur donner le nom et prénom des personnes qui allaient venir nous voir. Si on voulait faire un barbecue, il fallait qu'on appelle la caserne de pompiers de la montagne, parce que sinon ils pensaient que c'était un départ d'incendie, ce qui est normal. Et en fait, on vivait ça s'étalait sur 3 pans de montagne finalement. Il y avait, je crois, 300 personnes qui habitaient là. Et nos voisins les plus proches étaient à 1 kilomètre de nous. Alors c'était assez sympa parce que il y avait des magasins en fait, des petites supérettes, comme on dit chez moi. Il y avait aussi des piscines, des cours de tennis. Tout ça étalé dans la montagne. Voilà, je vivais dans la montagne, entourée de forêts. On a même été visité par une laie et ses petits. C'était pas mal. Les jours d'orage, ça résonnait bien quoi. Ensuite on a dû revenir en France parce que mon grand-père est tombé malade et on a vécu à Vaux-le-Pénil en 77. Lorsque mon grand-père nous a quittés, on a vécu dans sa maison, donc dans le petit village de Champeaux. Si vous le connaissez, je suis désolée. De Champeaux, on a déménagé ici, donc la ville où on habite. Je ne dirai pas où j'habite, mais voilà. Et ensuite, moi j'ai déménagé dans un appartement à Crécy-la-Chapelle, toujours dans le 77. Bon, je suis revenue ensuite chez mes parents et j'ai vécu donc dans l'appartement dans lequel j'ai vécu pendant 3 ans seule à Louvres dans le 95 avant de revenir chez mes parents. Voilà. Donc comment vous dire que je suis une pro en ce qui concerne les déménagements. Déjà quand on déménage d'un pays à l'autre, on a du bagage quoi. Mais maintenant, je suis une experte en déménagement, en organisation, pour faire des cartons, bien répartir les cartons. Voilà,
j'ai de la bouteille comme on dit. Donc si vous ne le saviez pas, j'ai déménagé 9 fois dans ma vie. Bon, je compte pas à chaque fois que je suis revenue chez mes parents, parce que sinon on dépasse les 10 fois, mais voilà, j'ai déménagé 9 fois et je n'ai que 26 ans. Et ça va pas s'arrêter là parce que je vais forcément partir de chez mes parents un jour et je vais déménager une fois, peut-être plus. Donc ouais, je suis rarement dans la moyenne et bah encore une fois, comme je suis pas du tout dans la moyenne. Deuxième fun fact sur ma personne, je me suis fissuré la clavicule. Alors, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là, enfin cette nuit-là plutôt. Donc c'est le récit de mes parents que je m'en vais vous conter. Je dormais dans un petit lit d'enfant, un lit une place. Je devais avoir 4-5 ans je crois. Et une nuit, mes parents sont réveillés par moi qui pleure. Ils arrivent dans ma chambre et je suis en tailleur par terre en train de pleurer. Donc ils m'ont demandé ce qui s'est passé et je leur ai dit je me suis réveillée par terre. Donc ils ont compris que voilà, j'étais tombée de mon lit. Ils me recouchent, ils me consolent, ils me recouchent. Et le lendemain matin, quand ma mère m'habille pour aller à l'école, elle constate que j'ai du mal à lever l'épaule. Mon père ne travaillant pas ce jour-là, elle lui dit écoute, je dois partir au travail, garde un œil sur Audrey, si elle a trop mal, il faut l'emmener chez le médecin, faut faire quelque chose quoi. Et quand ma mère est arrivée au travail, mon père l'appelle en disant la gosse, elle a 42 fièvre en fait. Elle hurle à la mort, elle ne peut pas bouger le bras. Donc je suis allée à l'hôpital quoi. Et c'est là où, au moment d'une radio, ils se sont rendus compte que je me suis fissuré la clavicule. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ils ne savent pas expliquer comment j'ai réussi à faire ça. Au début, l'infirmière qui m'a pris en charge a commencé à grogner sur mon père en lui disant oui, mais vous vous rendez compte, vous la faites dormir dans un lit mezzanine, dans un lit superposé, et il l'a arrêté en lui disant non. Elle dort dans un petit lit à 20-30 cm du sol quoi. Au début elle l'a pas cru, mais il a insisté et bon elle a fini par accepter sa version des faits parce que pourquoi est-ce qu'il irait mentir là-dessus quoi. Donc ils me font la radio, clavicule fissurée, à une semaine de partir au ski avec mon grand-père, il était ravi. Et en fait la seule explication qu'ils ont, mais je m'en souviens pas, c'est que j'ai fait sûrement une crise de somnambulisme, j'ai sauté sur mon lit comme un trampoline et je suis tombée parce que à 30 cm du sol pour m'être fissuré la clavicule, franchement il fallait vraiment que la chute soit assez conséquente, sauf que je ne me souviens de rien. Donc j'ai eu la clavicule fissurée, forcément j'ai pas pu skier, donc mon grand-père et sa compagne allaient skier le matin, ils me laissaient en garderie, sauf que j'étais la seule gosse là-bas parce que les enfants ou ils étaient en classe de neige le matin ou alors ils étaient avec leurs parents. Généralement quand on va à la neige on laisse pas son enfant en garderie quoi. Et pendant une semaine, à chaque fois qu'ils venaient me récupérer en début d'après-midi, les moniteurs étaient épuisés. J'ai épuisé pendant 5 jours d'affilée 2 moniteurs par matinée. Parce que j'étais beaucoup trop énergique, je parlais beaucoup trop, je courais dans tous les sens. Ils lui ont même dit on a essayé de la faire aller dehors pour la crever un peu, on a fait de la luge avec elle, que dalle. C'est-à-dire que à 5 ans, même avec une clavicule fissurée, le bras dans l'écharpe, j'ai réussi à épuiser des moniteurs tous les matins. Et mon grand-père à chaque fois il était désolé parce que il savait pas quoi dire, il savait pas quoi faire. Et la dernière radio que j'ai faite, donc ça remonte à il y a 5 ans je crois, apparemment ma clavicule est encore fissurée. Bon, j'ai aucune douleur, hein, mais elle s'est pas bien résorbée. En même temps, si durant mon temps en écharpe j'ai pas arrêté de gesticuler les bras dans tous les sens, ça m'étonne pas. Mais visiblement ma clavicule ne s'est jamais bien résorbée. J'ai aucune douleur. J'ai de la chance que ce soit le bras gauche et je porte mon sac ou quasiment tout du bras droit. Mais voilà, je me suis fissuré la clavicule. Troisième fun fact, et celui-là il me poursuit encore aujourd'hui, je fais de la résistance à l'anesthésie. Il s'est avéré que très jeune, les médecins se sont rendus compte que j'avais le sang très liquide. C'est d'ailleurs pour ça que les moustiques m'adorent. J'ai un temps de coagulation qui est au-dessus de la moyenne. Parce que pourquoi pas, n'est-ce pas?
Et de ce fait, mon sang, à ce que j'ai compris, se renouvelle plus vite parce qu'il coule plus vite dans mes veines. Et la première fois qu'on s'est rendu compte que je faisais de la résistance à l'anesthésie, c'est quand j'ai eu mon appareil dentaire et qu'il a fallu m'arracher les dents après les canines. Elles ont un nom, je ne sais pas c'est lequel, je crois que c'est les prémolaires, mais je suis même pas sûre. Donc c'était une anesthésie locale et bon, le dentiste me met une première dose d'anesthésie. Il commence à décoller ma gencive, hein, et je me plains. Il me dit mais vous sentez là? J'ai dit oui. Il remet une deuxième dose, il attend un petit peu, il recommence, je sentais toujours. Et il a fini par mettre une troisième dose finalement. Je sentais encore, mais c'était largement supportable. Il a dit à ma mère, je peux pas lui mettre plus, parce que je viens de lui mettre une dose de cheval là, je peux pas faire plus que ça, c'est trop dangereux sinon. Bon je me suis fait arracher les dents comme ça, et j'étais anesthésiée jusqu'en haut de la tête, vraiment. Et le pire c'est qu'à chaque fois, l'anesthésie elle s'évaporait finalement, mais elle descendait comme ça tout doucement, jusqu'à ce que pendant 1 heure, elle soit restée coincée là. Et j'avais le bout du nez engourdi. C'était une catastrophe, j'arrêtais pas de toucher mon nez, j'arrivais pas, j'avais l'impression d'avoir les lèvres comme ça. Ma mère a rien trouvé de mieux ce jour-là que de nous faire manger McDo, bien sûr, avec dedans au moins du sang dans la bouche, toute la tronche anesthésiée, ma mère, donc pensait que c'était judicieux que nous mangions McDo. Voilà. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on a compris que je faisais de la résistance à l'anesthésie. Donc, les opérations suivantes que j'ai eues, j'ai prévenu à chaque fois. Mais on m'a pas toujours écouté en fait. Et la pire, entre guillemets, expérience que j'ai eue vis-à-vis de ça, c'est lorsque je me suis fait arracher mes dents de sagesse. Là j'ai dit, je veux une anesthésie générale. Je peux pas faire ça en local. Parce que j'ai pas envie de repartir, on va vous piquer, on vous repique, mais je peux pas plus parce que voilà. Donc anesthésie générale, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste et je lui dis, et ma mère lui dit aussi, je fais de la résistance à l'anesthésie, il va falloir augmenter un peu la dose. Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le jour de l'opération arrive, je m'endors. Et puis je me réveille. Mais je me réveille et je comprends qu'il y a un truc qui va pas. Déjà j'ouvre les yeux mais il y a un truc sur mes yeux. Et en plus de ça j'ai la mâchoire ouverte et je sens que ça bouge en fait. Mais il s'avère que l'anesthésiste ne m'a donc pas écouté et n'a pas écouté ma mère. Et je me suis réveillée 5 minutes avant la fin de l'opération. Donc je me suis réveillée sur la table d'opération. Ils avaient donc recouvert mon visage d'un mouchoir parce que potentiellement ça peut gicler. Donc ils n'avaient pas vu que j'étais réveillée en fait. Et j'ai pas voulu bouger parce que je me suis dit ils ont des trucs dans ma bouche en fait. Donc j'ai émis un son de ma gorge pour faire comprendre que j'étais réveillée. Le chirurgien dentaire a levé le tissu et à la tronche qu'il a fait et le regard qu'il a échangé avec l'autre chirurgien dentaire, je sais pas qui c'était, j'ai compris que c'était pas normal de se réveiller 5 minutes avant et qu'ils étaient sûrement dans leur timing, donc ils s'étaient dit on a encore le temps. Sauf qu'ils pouvaient pas me rendormir, donc ils m'ont fait une anesthésie locale et ils ont terminé de me recoudre, je sais pas ce qu'ils foutaient dans ma bouche, avec moi consciente sur la table d'opération. Voilà. Donc si vous voulez, les opérations c'est un peu devenu, pas une phobie, hein, mais rien qu'à cause de ça, et même si je dis aux anesthésistes que je fais de la résistance, ils ne me croient pas. Sauf que j'ai pas envie de me faire réopérer pour me réveiller encore une fois sur la table d'opération. Parce que c'est pas non plus traumatisant comme expérience. Mais 1 étoile sur 5 sur TripAdvisor, vraiment, je recommande pas du tout cette expérience de se réveiller en pleine opération avec des gens qui machinent dans votre bouche. Enfin, c'était pas top quoi. Un autre fun fact sur moi qui est un peu en lien avec l'anesthésie, c'est que j'ai une plaque à l'intérieur du corps. Alors, on va revenir le jour de ma naissance. Donc le jour de ma naissance, comme tous les bébés, on m'ausculte et tout va très bien. Je finis par rentrer chez moi. On avance 12 ans plus tard et un jour, alors que je suis aux toilettes un matin en me réveillant, je constate qu'à l'aine droite, j'ai une boule. Et elle n'était pas là avant.
Donc moi, qu'est-ce que je fais? 12 ans et un cerveau à moitié constitué. J'appuie dessus, je vois que la boule rentre à l'intérieur de moi. Mais elle ressort quoi. Et j'ai trouvé ça drôle en fait. Et je n'ai rien dit à personne. Et j'ai continué ma vie comme ça. Une semaine avant mon 14e anniversaire, je vois que la boule a quand même grossi. Donc là je me dis, peut-être que j'en parle à ma mère quoi. Après 1 an et demi, 2 ans, peut-être que j'en parle quoi. Donc je vais la voir, je lui dis, maman j'ai une boule. C'est bizarre quand même. Donc elle me demande de baisser mon pantalon et ma culotte, je lui montre. Et elle dit effectivement c'est bizarre. Et là je fais quoi? Je appuie sur la boule, elle rentre. Et elle finit par ressortir. Ma mère est devenue blanche comme un linge et elle m'a dit j'appelle le médecin tout de suite. Elle était paniquée moi, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que ça m'amusait en plus. Chaque fois que j'étais aux toilettes, je vérifiais, elle était toujours là. Je vais chez le médecin, enfin on va chez le médecin, et il me dit montre-moi, je lui montre. J'appuie dessus, la boule rentre, j'enlève mon doigt et ressort. Le médecin me dit est-ce que je peux t'ausculter quoi. Il appuie dessus, la boule rentre, il enlève le doigt, la boule ressort. Et il me regarde, il me dit mais tu sais ce que c'est ça? Et moi, 14 ans, j'y connais pas grand chose sur le corps humain. Je me dis ça se trouve c'est un organe féminin de mon appareil reproducteur qui était pas censé être à sa place, qui est là et c'est pas normal. Au début je me suis dit peut-être une boule de sang, une boule de gras, parce que voilà, j'ai jamais été toute fine quoi. Et il finit par me dire ça c'est ton intestin. Et j'ai pas compris tout de suite. Et il me dit la boule là, avec laquelle tu joues là, que t'appuies, c'est ton intestin en fait. Et c'est là où il m'expliquait que je faisais une hernie. Alors une hernie c'est quoi? C'est que en fait vos organes vitaux sont enveloppés par une peau, je sais pas trop comment ça s'appelle, un sac en quelque sorte, une membrane, j'en sais rien. Et à l'endroit, donc à mon aine, cette membrane s'est fissurée. Et en fait, ce qui ressortait, c'était un morceau d'intestin avec lequel je jouais quoi finalement. Et il s'avère que si cette membrane cède complètement, c'est à ce moment-là qu'on fait une descente d'organes. Et là, c'est 5 heures pour sauver une personne, pas plus quoi. Donc moi, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je jouais avec mon propre intestin. Voilà, ça faisait pas mal, hein. J'avais aucune douleur. Je jouais avec mon propre intestin, mais surtout c'est que en ne disant rien à personne et à force de jouer avec, j'aurais pu en fait complètement fissurer la membrane et faire une descente d'organes. Donc je me suis fait opérer, bien évidemment. À cette époque-là, c'était quelques mois avant de comprendre que j'avais une résistance à l'anesthésie, puisqu'ils m'ont à peine sorti du bloc opératoire que j'étais réveillée. Voilà, donc pour moi c'était normal, mais ils ont été étonnés parce que j'étais encore intubée en fait quand je me suis réveillée. Donc il a fallu qu'ils me sortent le tube de la gorge quoi. Ça aussi c'était pas cool comme expérience. Et en fait, j'ai pas une cicatrice, vous savez, ils m'ont pas ouverte complètement. J'ai 3 petites cicatrices, une au niveau du nombril, une au-dessus du pubis et une sur le côté. Et en fait, ils ont tout simplement mis une caméra à l'intérieur de moi et avec des pinces de chaque côté, ils ont déroulé la plaque. Si seulement ça s'arrêtait là, ce serait bien. C'est que l'expérience ne s'arrête pas là, puisque quand je me suis réveillée, j'étais seule dans la chambre et j'étais curieuse, je voulais voir. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas de fil sur ces cicatrices-là et qui m'avaient collé. Et j'ai un éternuement qui a commencé à monter. Et si vous le savez, si vous me connaissez depuis 8 ans que je suis sur YouTube, j'éternue pas une fois, j'éternue pas 2 fois. Mes éternuements, c'est minimum 5 fois. Et c'était des éternuements puissants. Et alors là, un vent de panique m'a pris parce que je me suis dit, là, si j'éternue, là, ça va péter. Ils m'ont mis de la UU là sur la peau, ça va pas tenir en fait. Donc j'ai réussi à faire passer mon éternuement et quand l'infirmière est arrivée, je lui ai dit il y a un truc qui va pas, j'ai pas de fil et tout. Et c'est là où on me dit mais non, on doit utiliser une colle. Je dis mais ça va pas tenir en fait, ça va pas tenir. Vous avez mis une plaque pour éviter la descente d'organes, mais là c'est tout le truc qui va péter. Spoiler alerte. Ça s'est très bien passé, ça s'est jamais réouvert. Le seul souci, c'est que cette plaque donc, qui recouvre l'endroit où la membrane qui maintient mes organes s'est fissurée, ne s'est jamais accrochée à mes chairs. Et aujourd'hui, ça dépend les mouvements que je fais, je la sens bouger à l'intérieur de moi. Alors elle est toujours à la même place, hein, parce que c'est plus ou moins adapté, mais je sens cette plaque à l'intérieur de moi. Alors c'est pas une plaque en titane, c'est une plaque élastique parce que vu que c'est à laine, il faut que je puisse garder une certaine mobilité, mais elle est là, hein, je la sens encore.
Fun fact numéro 5 sur moi, j'ai vécu un tremblement de terre assez intense. Je vivais en Espagne et on habitait déjà dans cette maison dans la montagne au milieu de la forêt. Et une nuit, j'ai été réveillée dans ma chambre par mes jouets et mes livres qui tombaient de mes étagères. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que mon lit tremblait, que tout était en train de se casser la figure. Et j'ai paniqué, vraiment, j'ai vraiment paniqué, jusqu'à ce que ça s'arrête et que je me rendorme. Et j'étais persuadée que j'avais rêvé. Et le matin, quand je me suis réveillée, ma mère m'a dit « Ça va, t'as bien dormi ?» Et je dis « Bah oui ». Elle dit « Ok, bon bah tant mieux, hein ». Et quand je suis arrivée à l'école, ils en ont parlé. Et en fait, j'ai tout simplement vécu un tremblement de terre assez impressionnant. Je crois qu'il était sur l'échelle de Richter, il était à 5. Et j'étais en pleine nature, en fait, dans une montagne. Je me dis, on a vraiment eu de la chance qu'il n'y ait pas un pan de montagne qui se fissure ou vous savez, des grosses roches qui roulent jusqu'à la maison et qui rasent tout. Mais ouais, j'ai vécu un tremblement de terre. C'est pas la meilleure expérience, franchement. Il y a des trucs comme ça, franchement, je vous les recommande pas, vraiment. Et en parlant de choses un peu cocasses que j'ai vécues, j'ai également vécu un attentat. Alors, quand on arrive en Espagne, je ne parlais pas français. Je parlais pas français. Si, je parlais français, mais je parlais pas espagnol. Et il fallait donc que j'apprenne l'espagnol parce que c'était supposé être mon pays de résidence pour des années et des années. On est parti au bout de 4 ans, mais voilà. Mon père a négocié lors de sa mutation que je sois inscrite au lycée français de Madrid. C'est des institutions qui existent dans à peu près tous les pays. Vous avez le lycée français de New York. En fait, c'est des écoles où les immigrés ou les expatriés, on va dire, français vont pour pouvoir continuer en quelque sorte le cursus scolaire français, mais surtout entamer le cursus scolaire espagnol et apprendre à parler espagnol. Donc il a négocié ça. C'est pas vraiment la meilleure école où je suis allée, vraiment, c'était assez compliqué quoi là-bas. J'étais vraiment pas à ma place et c'est la première fois où j'ai été mise en contact de discrimination vis-à-vis de mon statut social parce que c'était vraiment des enfants de parents fortunés qui allaient dans cette école. Moi j'y avais été inscrite parce que l'employeur de mon père avait pris en charge une partie des frais de ma scolarité. Mais dès la rentrée suivante, j'ai été mise dans une école complètement espagnole et j'étais beaucoup mieux là-bas. Mais donc il était en plein cœur de Madrid. Et un jour on était en plein cours et on entend une détonation. Donc les tables tremblent un petit peu, etc. Le professeur ou la professeure nous dit de nous mettre sous les tables et de ne pas y bouger tant qu'on n'a pas eu le feu vert. Je pense que ça a duré 15 à 20 minutes avant que le directeur ou la directrice de l'école débarque dans la salle et dit c'est bon, vous pouvez vous relever. Bon, jusqu'à là tout va bien. Je suis rentrée ensuite de l'école et je voyais que ma mère n'était pas forcément très bien, voilà. Il y avait quand même pas mal de policiers dans la rue. Et en fait, aux informations le soir, j'ai appris qu'à 500 mètres de mon école, il y avait eu une tentative d'attentat à la bombe, parce que le Premier ministre devait se rendre, je crois que c'était dans une bibliothèque pas très loin, je sais plus, Premier ministre espagnol, et il y avait eu un attentat, voilà. Donc je suis absolument pas traumatisée par cette expérience parce que je l'ai pas vraiment vécu en quelque sorte, mais à 500 mètres de mon école, il y a eu un attentat, quoi, voilà. Et pour le coup, je sais pas quelle taille faisait la bombe, mais la déflagration, c'est quand même bien senti, quoi. Les tables ont bien tremblé, on a entendu l'explosion, quoi. En parlant de cette école, donc comme je l'ai dit, il y avait énormément de personnes, d'enfants, de personnes vraiment très fortunées, quoi. Dont une en particulier. Et j'ai compris bien plus tard qui était cette personne, puisque on est revenu en France et je sais pas pourquoi, je crois que c'était un reportage sur la Coupe du Monde 98, un truc du genre. Et il parle de Zinedine Zidane, etc. Et ma mère qui me donne un coup de coude, elle me dit bah t'étais en classe avec ses fils. Quoi? Elle me dit oui, ils étaient au lycée français de Madrid parce que Zidane à cette époque-là, je crois, il joue au Real ou un truc du genre. Elle me dit mais t'étais à l'école avec eux et à la fin de l'année scolaire au lycée français de Madrid, Zidane était venu et il avait signé des autographes. Voilà, et ses fils les ont distribués à des camarades de classe qui étaient fans de quoi. Donc j'ai appris sur le tard que j'avais été à l'école avec les fils de Zinedine Zidane.
Voilà, donc fun fact, mais j'ai aucun souvenir de leur tête, je vais pas vous mentir. Et même si ça m'avait sûrement été dit à l'école finalement, moi j'ai été élevée par des rugbymen. En 98 j'avais 1 an, donc si vous voulez, aucune idée de qui ça pouvait être à l'époque. Je l'ai appris donc plus tard, mais je pense pas qu'on était amis. Je l'ai croisé peut-être lors d'un cours ou dans la classe de récré, mais j'ai pas eu l'autographe de Zinedine Zidane parce que visiblement je faisais pas partie de leur groupe d'amis et franchement ça m'empêche pas de dormir la nuit, quoi. Et dernier fun fact sur moi, et ensuite on va arrêter cette vidéo. J'ai tourné dans une publicité pour Disney à l'attention des clients espagnols. Voilà. Il y a dans l'hôtel où je travaillais, le Sequoia Lodge, il y a une équipe de tournage qui a débarqué un jour. Et en fait, il y a un acteur tout simplement qui se déplaçait de service en service de l'hôtel, donc la bagagerie, la réception, conciergerie, le bar, le restaurant, la boutique, etc. Et parmi les équipes, il prenait un employé, il faisait apprendre un texte et en fait, on jouait la comédie finalement, on reproduisait ce qu'on faisait avec les clients. Et on était filmés et c'était tourné comme une publicité. Je sais pas si cette publicité a vu le jour, on m'en a jamais reparlé après, mais voilà, j'ai appris mon petit texte et j'ai joué la comédie pour un spot publicitaire pour en fait expliquer aux voyageurs espagnols comment va se dérouler leur arrivée à l'hôtel, quel service aller voir, les questions qu'on peut poser aux différentes personnes des différents services, voilà quoi. Donc je sais pas ce qu'est devenu cette publicité, ça se trouve j'ai été coupée au montage, j'en sais rien, mais j'ai vécu l'expérience d'un tournage professionnel, bien que je ne pense pas je ne pense pas être une actrice en quelque sorte, mais c'était une expérience plutôt chouette d'apprendre un petit texte et de jouer la comédie. Ça m'a fait ma matinée. Les clients qui étaient autour de nous ne me regardaient très bizarrement, mais voilà, si cette publicité a un jour vu le jour, j'aurais vraiment aimé la voir parce que je pense que c'était une expérience assez particulière de jouer un rôle de figurante finalement, parce que c'était pas, j'avais pas un titre, j'ai pas eu des maquilleuses qui m'ont pomponné, ils m'ont pris nature peinture, ils m'ont dit t'apprends ça et c'est parti, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura diverti. Sinon, si vous avez vécu des expériences similaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'une pour que je me sente moins seule. Mais surtout pour qu'on puisse en rire ensemble, parce que ce soit ma résistance à l'anesthésie, ce pseudo-attentat que j'ai vécu, c'est des choses, j'en rigole aujourd'hui parce que ça fait un peu partie de mon quotidien. Je suis vraiment une Miss Catastrophe, je suis quelqu'un de très maladroite et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, la première chose que mes amis ou ma famille me disent, c'est limite, c'est toi quoi, ça ne nous étonne pas que ça te soit arrivé à toi. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!